Ouais. Et le voilà rapproché, et nous voilà rapprochés. Et c'est parti, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis absolument ravie de vous accompagner pour ce temps qui est important maintenant, puisque c'est une plénière majeure pour le secteur des travaux publics, dans le sens où on va parler désormais, on va révéler la trajectoire de décarbonation du secteur des travaux publics. Alors au-delà des mots, on va voir à quel point il y a une réalité qui est en train de se mettre en place. Il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés, des études qui ont été menées, des recherches, de solutions qui ont commencé à être apportées, élaborées, et des décisions qui sont prêtes à être actées. Donc un long travail qui a été produit avec de nombreux acteurs. On va revenir là-dessus pour donner l'impulsion de transformer l'acte de construire demain, après-demain et au plus vite, en tous les cas. L'idée, évidemment, c'est de réduire drastiquement l'émission de CO2 dans les prochaines années, provenant du secteur des travaux publics particulièrement. C'est donc un travail qui va vous être exposé maintenant. Excusez-moi, Monsieur Louvet, vous m'avez piqué mon manifeste. Et tout ce dont on va parler maintenant, qui va être révélé là, apparaît dans ce manifeste « Prêt à l'emploi » qui a été rédigé par la Fédération des travaux publics avec... C'est prêt à l'emploi à condition, évidemment, que les pouvoirs publics prennent conscience des investissements qui vont être à mener par rapport à tout ce que l'on va aborder ensemble. Alors, ce qu'on va aborder ensemble, eh bien, on va parler à la fois des actions, on va parler à la fois des mobilisations, de la mobilisation des partenaires qui sont actuellement déjà en cours. Mais avant cela, on va poser ensemble les diagnostics. On va revenir sur la méthode qui a été choisie, qui a été engagée par la Fédération des travaux publics pour poser un petit peu l'état des lieux du secteur. Et pour en parler, eh bien, je suis ravie d'accueillir Elisabeth Laville, qui est fondatrice du cabinet Utopie. Bonjour. Bonjour madame. Clément Ramos, consultant, qui est pilote de la mission FNTP pour Carbone 4. Merci à vous. Et Jean-Christophe Louvet, qui est donc président des commissions développement de la commission développement durable de la Fédération des travaux publics. Alors, je me permets de me tourner vers vous, Jean-Christophe, pour commencer. Pourquoi est-ce que la Fédération nationale des travaux publics s'est lancée dans cette réflexion-là, si vous voulez bien nous donner les premiers pas qui ont été faits? Vous l'avez dit, le changement climatique est aujourd'hui un fait de société, vraisemblablement un débat politique à venir dans les mois qui viennent, compte tenu des échéances qui se présentent à nous. Et le problème s'est posé à la FNTP de savoir dans un premier temps quel était l'impact de nos activités. Et très vite, lorsqu'on a regardé ce qu'étaient nos activités, on s'est aperçu aussi qu'il y avait un fait sur nos activités, mais aussi sur l'usage des infrastructures que nous produisions. Et lorsqu'on a commencé à travailler sur ce sujet-là, on a très rapidement vu l'immensité du sujet qui se présentait à nous, et on a assez vite découvert qu'on n'y arriverait pas tout seul. Et donc, on a fait appel, dans un premier temps, à un cabinet de consultants, Carbone 4, pour faire un diagnostic. C'était notre première demande, regarder, avoir un état précis, j'oserais dire scientifique, parce qu'il l'est, sur ce qu'étaient les émissions de CO2 de la profession. Ce ne sont pas les seuls critères. On est bien d'accord que lorsqu'on veut avoir une approche environnementale complète, ce n'est pas le seul critère qu'il faut regarder. Mais une approche environnementale complète doit être d'abord ciblée, et c'est ce que vous avez fait. C'est ce que nous avons fait. Ensuite, deuxième temps, eh bien, après le diagnostic, on a très vite vu qu'il fallait aussi commencer à regarder des solutions pour faire évoluer la situation que nous allions trouver, que nous ne connaissions pas à ce moment-là d'ailleurs. C'est le travail qui a été mené par Utopie. Et puis, ensuite, on a décidé qu'au terme de cette analyse, on devrait être en mesure de définir une courbe. En fait, ce sera plutôt sans doute un fuseau d'abattement, et pour faire une trajectoire de réduction des émissions de carbone de la profession au fil des années, avec un horizon pour l'instant qui est raisonnable, qui est 2030, sachant que de toute façon, l'horizon 2050, il est fixé par la loi et il est zéro émission nette.
et que là, de toute façon, on n'a pas notre pièce à y mettre. Donc Voilà. on a bien compris le comment vous avez fonctionné, le pourquoi qui était un petit peu ma question. C'est aussi lié à la réglementation qui évolue, ou alors vous pressentiez, vous aviez une intuition, comment ça s'est mis en place très rapidement? Il y a une intuition, et puis il faut rappeler que la Fédération des travaux publics, ce sont 8000 entreprises de toute taille, de tout type, et que le propre d'une fédération, je le rappelle souvent, mais c'est de fédérer, et que notre objectif est d'emmener à un maximum. Et quand on dit à un maximum, c'est l'idéal serait 100%, après ce serait exagéré, mais d'emmener le plus grand nombre possible d'entrepreneurs dans cette démarche, puisque la performance, il n'y aura pas de performance propre de la FNTP, il y aura des performances de la profession, de la somme de ce que seront capables de faire les entrepreneurs de travaux publics de France. Et c'est bien dans cette démarche-là que nous nous engageons. Donc on voit bien le virage immense qui est aujourd'hui engagé par la profession et porté par la Fédération des travaux publics. Alors j'aimerais que vous puissiez, puisque sur ce premier plateau on pose très mathématiquement, on va dire, le diagnostic, que vous nous expliquiez, donc Clément Ramos, comment est-ce que vous avez aidé à mesurer ce que la profession produit comme CO2, puisque c'était l'acte ciblé, le premier acte, dans l'acte de construire, puisque ce que vient d'expliquer Jean-Christophe Louvet, c'est qu'il y avait à la fois d'un côté l'activité qui produit du CO2, et puis il y a l'usage qui produit du CO2. L'activité, en l'occurrence, c'est l'acte de construire. Comment est-ce que vous avez mesuré ça, s'il vous plaît ? Alors, en effet, la démarche de la FNTP visait à se doter d'une vision de toutes les émissions nécessaires à l'existence de leurs activités. Et donc, ça ne se circonscrit pas uniquement à l'acte de construire direct. Il y a également l'approvisionnement en matières premières et l'usage des infrastructures, l'usage nécessaire, sinon on ne construirait pas une infrastructure. Et donc, ce sont bien des émissions nécessaires à l'existence de ces activités. Donc là, vous avez sur ce graphique, déjà, en termes de résultats un peu généraux, avant de donner quelques détails sur la méthodologie qui a été adoptée, l'empreinte de la France en 2018, qui était l'année de référence, est à peu près 650 millions de tonnes de CO2 émises en empreinte. Ce n'est pas en inventaire, hein, c'est-à-dire c'est avec les imports et toute la consommation globale. Là, c'est la France globale. Voilà, donc 650 millions. Vous avez 3,5% de ces émissions, grosso modo à peu près 23 millions de tonnes, qui sont le résultat de nos analyses sur tout ce qui va être l'acte de construire directement, avec l'utilisation des engins notamment, et l'approvisionnement en matières premières, en matériaux pour les construire. Donc ça, c'est ce que produit le secteur des travaux publics quand il construit, c'est 3,5% des 650 millions de tonnes émises globales. Donc c'est déjà assez significatif. Et aussi, si on regarde ensuite l'usage, mais ce n'est pas l'objet de notre échange aujourd'hui, mais on a également réalisé cet exercice, c'est à peu près la moitié des émissions françaises, c'est l'usage des infrastructures routières, des routes, l'usage de toutes les infrastructures électriques, etc. etc. Donc, sur l'exercice du petit morceau orange du camembert, la méthode a été la suivante, c'est-à-dire qu'il avait fallu... d'habitude, l'exercice de l'empreinte carbone est plutôt appliqué à une organisation, typiquement une entreprise. La FNTP n'est pas une entreprise, c'est une consolidation de 8000 entreprises, comme vient de le dire monsieur Louvet. Et donc l'exercice était un petit peu différent de l'exercice classique. Et évidemment, assez complexe à mener, du fait de la quantité de données à avoir, de la fiabilité de la donnée sur laquelle il fallait quand même avoir un certain niveau de confiance. Et deux grandes approches ont été privilégiées. La première, qu'on a plutôt appelée matière, consistait à s'adresser plutôt aux syndicats qui approvisionnent les métiers de la FNTP pour savoir, eux, de leur fenêtre, ils savent à peu près ce qui est vendu aux travaux publics, aux métiers des travaux publics. Donc s'appuyer sur ces données-là pour connaître en termes de flux de matière et flux d'énergie, ce qui permet l'activité de l'acte de construire. C'est-à-dire béton, enfin ce genre de choses. Le béton, l'acier, voilà, l'usage de carburant qui est fourni, etc. Donc là, vous avez la subdivision de ces 3,5% tout à l'heure, donc 22 millions de tonnes sur le graphique derrière moi. Et une autre approche aussi était peut-être plus ascendante. Là, c'était plutôt descendante, ce que j'ai dit, ascendante ou top-down et bottom-up en bon français. L'autre approche était par ce qu'on appelait métier, c'est-à-dire qu'on a pris certains grands acteurs représentatifs des métiers de la FNTP auxquels qui nous ont fourni leurs données à eux d'utilisation de matières premières, de flux d'énergie, de flux de matière et flux d'énergie, qu'on a extrapolé quand ils étaient représentatifs à la fois en termes de métier et aussi surtout en volume d'activité. C'est quoi les métiers alors ? Alors, il y avait une segmentation qui était spécifique aux travaux qu'on a menés, mais par exemple, vous aviez le terrassement,
C'était un des métiers. Il y en avait 6 ou 7 qu'on a segmentés, qui ne sont pas exactement les différents syndicats de la FNTP. La route, canalisation, les réseaux électriques, etc. Voirie, tout ça. Voilà, donc c'est vraiment les grandes catégories d'infrastructures. Et en fonction des sources d'émissions qu'on devait analyser, on a privilégié la méthode qui était la plus précise, la plus robuste. Et de manière générale, la philosophie du travail était toujours conservateur ou conservatrice dans nos analyses, c'est-à-dire être prudent sur les chiffres qu'on a et essayer de privilégier la méthode qui ne minimise pas les émissions, mais plutôt qui va les majorer pour disposer d'une panorama des émissions le moins critiquable possible. Et donc, ça a permis de donner à peu près un ordre de grandeur. C'est ça. Pour la fédération, Absolument. pour que la profession puisse ensuite de ce diagnostic. C'est un point de départ, c'est la photo. C'est un point de départ. C'était juste d'un mot pour faire très court, parce qu'en fait on a beaucoup d'intervenants, mais d'un mot, cette méthode de travail que vous avez dû mener avec la fédération, comme vous le dites, généralement c'est avec une entreprise, le fait de le faire avec un secteur, est-ce que c'était quelque chose d'assez original, d'audacieux, Oui, c'était ambitieux au départ et ça a été un très gros travail, je ne vous le cache pas. Il y a beaucoup de secteurs qui font ça ? J'en connais pas beaucoup. En tout cas, donc, le travail qui a été mené par les FNTP était l'une des premières fois où j'ai pu appliquer ce type d'analyse à un si grand périmètre d'acteurs d'un seul coup. Merci beaucoup Clément Ramos pour ces premiers éléments de compréhension. Je me tourne vers vous, du coup, Elisabeth Laville. Vous avez fondé le cabinet Utopie. Alors, vous êtes aussi intervenue dans tout cet écosystème pour aider la fédération à y voir clair aussi sur les travaux à mener derrière dans cette remise en question finalement du secteur. Vous vous êtes donc intervenu pour faire l'inventaire des solutions de décarbonation dans les travaux publics. Comment est-ce que vous avez travaillé là-dessus ? Oui, alors je vais vous expliquer ça. Ce que je voudrais juste dire en écho à ce qui vient d'être dit, c'est en fait, moi je trouve ça assez gonflé de la part d'une fédération de faire ce travail-là. À différents niveaux. D'abord parce qu'en général, les fédérations, nous on interagit avec beaucoup d'acteurs, dont des entreprises et des fédérations aussi. Alors en général, les fédérations vous disent « Ah non, mais nous on ne peut pas engager les entreprises parce que par définition, on ne les contrôle pas ». Et sur les sujets de réduction des impacts environnementaux, pas uniquement climatiques, en général, les gens vous disent on distingue bien ce qui est sous votre contrôle et ce qui est sous votre influence. Et en disant ce qui est sous notre contrôle, on peut le faire à peu près. Tout le monde ne le fait pas complètement, comme on sait. Et alors, ce qui est carrément sous influence, en général, on s'en occupe pas parce qu'on ne sait pas comment faire. Et dans le cas de la Fédération des travaux publics, c'est une fédération. Donc, ils ne contrôlent pas les 8000 entreprises dont ils ont parlé. Donc, c'est assez gonflé de fixer une trajectoire parce que il faut les influencer. Alors la FNTP a une bonne culture d'essayer de faire ça sur les sujets de développement durable, mais quand même, moi je trouve ça assez... c'est bien, mais ça ouvre la voie pour d'autres, clairement. Deuxième sujet, c'est que les travaux publics, on est sur des demandes avec des cahiers des charges extrêmement précis, parfois qui sont publics, comme vous le savez. Donc deuxième difficulté où il faudrait influencer la demande des clients qui mettent des spécifications dans leur cahier des charges, on en reparlera. Donc c'est un autre niveau d'où l'idée d'influence. De parler de la mobilisation des partenaires. Exactement. Ensuite. Et en plus dans le travail, ils ont intégré les 3,5%. Déjà c'est pas simple puisqu'ils ne contrôlent pas les 8000 entreprises. Mais alors les 50%, c'est encore plus indirect. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui se passe sur les routes, clairement, ils ne font que l'influencer de très loin. Et donc, je trouve ça assez honnête, en fait, et transparent, et gonflé, de dire, en fait, on ne s'interdit pas de regarder tous ces sujets-là, et on va être assez transparent sur l'impact, même indirect, parce que regarder le sujet climatique en face, c'est ça. Alors après, pour vous répondre sur la méthode, c'est assez facilement, et en plus, c'est très bien résumé sur cette slide. On a essayé de faire ça de manière très collaborative sur l'ensemble des métiers de la FNTP, donc aussi bien les routes que les ouvrages d'art, que les réseaux électriques, ferroviaires, etc. De regarder de l'amont à l'aval sur toute la chaîne de valeur. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme solution ? Nous, on s'est concentré sur ce travail dans le repérage des solutions qui existent déjà, qui ont fait leurs preuves et qui pourraient demain être déployées. Parce que s'il faut aider les 8000 entreprises à faire le boulot, autant leur dire, écoutez, regardez, le truc, il est presque en kit, on vous a facilité le boulot, voilà toutes les solutions qui existent, qui ont fait leurs preuves, qui sont efficaces pour la décarbonation de nos activités et qu'au fond, et qui ne sont pas inefficaces sur les autres aspects du développement durable ou pas, c'est-à-dire la dimension économique, la dimension sociale, etc. Donc vous pouvez y aller, quoi. C'est déjà éprouvé. Et vous, votre méthode de travail, c'est quoi ? Comment vous alors faites ? on a
fait une consultation assez large, Ouais. des antennes régionales, etc., pour des organisations professionnelles que rassemble aussi la FNTP. Donc vous faites remonter les on infos a fait en remonter déclaratif. les pratiques et les solutions. D'accord. À partir de là, on a eu quand même 144 réponses, donc c'est pas mal. Alors, c'est pas 8000, mais c'est déjà pas mal. Ouais, mais c'était assez Euh, représentatif Oui, dans le c'était panel. assez représentatif, justement, des différents métiers, de l'amont à l'aval, etc. À Et après, partir de comment vous ça, ciblez, on vous les a Votre expertise, on c'est les quoi, a là regroupés en Ouais. 25 grandes solutions Ouais. sur lesquelles on pourra revenir, et puis qui correspondent à en gros 7 leviers d'action. Et voilà. Et ça va permettre de donner une sorte de catalogue de bonnes pratiques, j'allais dire prêtes à l'emploi. Voilà les leviers. Merveilleux. Donc il y en a sur l'énergie, efficacité énergétique et logistique, améliorer l'usage des combustibles alternatifs versus combustibles fossiles, l'éco-conduite des engins, etc. Le stop and start, la gestion, ne pas laisser les machines tourner au ralenti quand La elles ne tournent gestion pas. du flux. Et l'aspect matériaux, évidemment béton et acier, sur lesquels on sait qu'il y a des approches, des innovations techniques qui permettent quand même d'améliorer l'impact carbone des matériaux. Et les enrobés, le troisième, voilà, sur ce. Et il y a 2 leviers transverses. On y reviendra aussi sans doute. L'utilisation du numérique, et notamment du fameux BIM. Et puis la maintenance, et notamment la maintenance prédictive pour essayer d'améliorer dans le temps la durée de vie des ouvrages. Donc on va aborder un peu tous ces points, enfin les transverses en tous les cas un petit peu plus tard au cours de cette animation. Tout ça à l'usage des entreprises, par-delà les angles, les leviers, les grands axes, c'est quelque chose qui est pratique, qui est facile. L'idée, c'est de leur dire, voilà les solutions. C'est pas... Après, vous savez comment ça se passe. Et sur ces sujets de développement durable, c'est pas comme si on l'avait pas déjà vu 50 fois. Quand les gens n'ont pas envie de faire, et on en reparlera, parce que pour moi, il y a une transition technologique, mais il y a une transition culturelle, a fortiori dans des métiers à organiser. Donc ça demande de la formation et de l'orchestration d'une transition culturelle. Parce que, quelles que soient les solutions technologiques, quand les gens n'ont pas envie de faire, ils vous disent toujours que c'est pas le moment. Ça rebondit sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait que la fédération en général veut contrôler, difficilement guide, mais en tous les cas, la transformation culturelle, c'est elle qui doit la mener aussi. C'est énorme. Et je rappelle que dans tous les textes fondateurs du développement durable, y compris l'agenda 21, la dimension de transition culturelle n'est pas abordée, alors que, de mon point de vue, c'est le sujet principal. La technologie va suivre, on l'a déjà pour partie, elle viendra, si on y met des moyens, et on y mettra des moyens si on comprend l'importance, donc si la transition culturelle a lieu. Clément Ramos, je me retourne vers vous. Vous pouvez du coup proposer la simulation d'une trajectoire de réduction 2030. Expliquez-moi exactement ce que vous proposez par là. Alors, derrière moi s'affiche le point de départ 2018 que j'ai mentionné tout à l'heure. Et nous, on a travaillé sur le socle méthodologique qui a permis les chiffres qui sont derrière moi. Alors, c'est aussi un travail qui est issu d'arbitrage propre à la FNTP. L'exercice qu'on a mené concernait 2 grands volets. Un premier qui visait à fixer un objectif compatible avec l'accord de Paris, ou plus précisément la stratégie nationale bas carbone à l'horizon 2030 vis-à-vis des activités de la FNTP. Donc l'objectif, c'est celui de 2030 qui est ici présenté et qui est de l'ordre de grandeur de 15 millions de tonnes de CO2. Donc une baisse d'à peu près 1/3 des émissions à l'horizon 2030 et quelque chose qui constitue une réduction des émissions compatible avec les engagements de la France. Donc pour concevoir, pour disposer d'un chiffre vis-à-vis de cet objectif, on a essayé de se raccrocher le plus possible aux engagements de la France qui sont retranscrits dans la stratégie nationale bas carbone, mais des fois, évidemment, tout ne rentre pas dans les cases. Et donc on s'est appuyé sur soit des méthodologies liées aux travaux du GIEC, ou à d'autres référentiels reconnus, ou alors, par exemple, à la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ça donne le point d'arrivée. Ensuite, la trajectoire. C'est-à-dire que par rapport au travail qui a été mené par Utopie, on dispose d'une palette de solutions possibles en fonction de différents postes d'émission pour réduire ces quantités de CO2. Et donc, point par point, sur un panel de solutions les plus matures, les plus déployables, qui sont le moins possible de la science-fiction, si vous voulez, on a fait un premier travail, un premier socle pour dire, voilà, avec des hypothèses assez prudentes, à dire d'experts notamment sur la faisabilité de déploiement d'un certain nombre de solutions, on arrive à tel niveau, à 2030, par rapport au point de départ 22,9. Ce travail a été fait avec des hypothèses iso-activité, c'est-à-dire on ne change pas le mix d'activité particulièrement ni la quantité. Il faut bien démarrer quelque part pour faire cet exercice de prospective. Éléments, bien sûr. Et dans une logique plutôt, à nouveau, assez prudente et conservatrice. Suite à ce premier travail,
On arrivait à un résultat qui était donc, on va dire, la fourchette basse du point d'arrivée possible. La FNTP a conduit d'autres travaux pour essayer de relever le niveau d'ambition et étendre peut-être les solutions disponibles pour arriver à ce résultat selon un grand nombre d'actions sur les carburants, sur les matériaux, avec un certain nombre d'innovations aussi, qui peut-être sont un peu plus en rupture par rapport à nous, sur quoi on avait travaillé à l'époque. Et pour terminer, cette réduction intègre aussi des éléments plus exogènes, c'est-à-dire des réductions d'émissions qui ne sont pas forcément du fait des décisions ou des initiatives de la FNTP, mais qui vont être un peu un puits de fond dont on va bénéficier, et sont également intégrés dans cette trajectoire. Donc a priori, c'est plutôt la toute fin, là, le moins 0,9 autres. Bon. Voilà. Merci beaucoup Clément. Juste un petit mot parce que on va continuer à avancer avec un nouveau plateau de table ronde, mais un petit mot Jean-Christophe Louvet. De fait, au travers des indicateurs là, qui nous sont apportés avec les travaux menés très scientifiquement par vos consultants, sur cette base, vous avez donc établi un référentiel bas carbone, TP. Expliquez-nous de quoi il est question concrètement. Vous avez commencé à l'initier dans votre première phrase, mais décrivez-nous bien de quoi il est question. Et c'est ainsi que votre micro se remet à marcher. C'est bon. Oui, c'est bon. Oui, donc vous l'avez dit, le projet est ambitieux, il n'est pas pour autant prétentieux. Ça, je ne l'ai pas dit, c'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis. Oui, c'est ça. Mais ça va mieux en le disant. Oui, j'entends. Et en fin de compte, on l'a dit, c'est tourné d'abord et avant tout vers les entrepreneurs. Et la difficulté que nous devons surmonter, mais c'est pratiquement fait aujourd'hui, c'est d'apporter sur le terrain, dans le quotidien des entrepreneurs, ce qui a été défini scientifiquement. Et pour ce faire, donc, nous avons décidé d'établir un référentiel sur lequel les entreprises, allez, je vais dire le mot, il est un petit peu simpliste, mais sorte de fiche métier, fiche cuisine, sur lesquelles les entrepreneurs pourront s'appuyer pour venir décliner dans leurs entreprises concrètement les travaux à mener, les actions à mener pour venir s'inscrire dans cette courbe qui est qui devient notre ligne de conduite. Et ça, c'est là-dedans ? C'est pas encore là-dedans. C'est pas encore là-dedans. Non, ça sera en cours. Ça va arriver. Pour quand ? Au plus tard, le 24 février au forum, on pense le sortir un petit peu avant. Le forum des travaux publics qui aura lieu le 24 février, c'est voilà. Là où vous apporterez le reste des informations Absolument. À vos entreprises. 3 autres actions quand même. Un travail auprès des maîtres d'ouvrage. On ne peut pas exiger des entrepreneurs de travaux publics qu'ils aient raison tout seuls. Et là, on emploiera, je dirais, la partie la plus noble du lobbying, qui est aussi une des raisons d'être de la FNTP. Mais comme c'est pour la bonne cause, ça ne pose pas de problème. Pour que nos maîtres d'ouvrage comprennent et nous accompagnent dans ces démarches-là. L'autre point, ça va commencer tout à l'heure ici, ce sont les fournisseurs. Et le dernier point, et je fais écho à l'appel à l'acculturation que vous demandiez, ce sera dans la formation de nos jeunes, parce qu'effectivement, il faut que ces éléments-là deviennent partie intégrante de la professionnalisation de tous les jeunes qui vont commencer à se former aujourd'hui pour entrer dans nos métiers demain. Merci. Voilà. Et pour les autres éléments, je laisserai mon collègue et ami Xavier Neuschwander compléter en fin de session. Merci. Vous avez déjà dit beaucoup, vous savez. Merci beaucoup Jean-Christophe Louvet, merci à vous Elisabeth Lavie et merci Clément Ramos. Bravo. Et bravo pour tout le travail qui a été fourni. Je vous propose de passer à la deuxième séquence de ces échanges et j'appelle tout de suite à venir me rejoindre Béatrice Vassillet, qui est vice-présidente métropole de Lyon en charge de l'urbanisme et du cadre de vie. Bonjour madame, merci. Alexandra Mathiolon, directrice générale du groupe Serfim, qui est un groupe de travaux publics. Bonjour à vous et merci d'être là. Bernard Salat, président de Routes de France, merci de venir me rejoindre, Bernard, ainsi que Valérie David, qui est directrice développement durable et innovation transverse chez Eiffage. Bonjour Valérie David, je vous en prie. Venez à côté de moi, merci. Alors nous allons donc dans cette deuxième plateau pour accompagner le travail qui est fourni là par la Fédération des travaux publics dans cette trajectoire de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. On va parler maintenant, après avoir posé les fondations, des actions à mettre en œuvre pour arriver à rencontrer les objectifs. Alors,
je vais commencer avec vous, Béatrice Vassilier, si vous voulez bien, en tant que vice-présidente de la métropole de Lyon. Ce qu'on comprend, c'est que les collectivités locales sont essentielles. C'est un petit peu ce que vient de dire Jean-Christophe Louvet, pour le succès de ces engagements. Donc, on a besoin de vous pour pouvoir agir, c'est une évidence. Votre réaction face à l'engagement qui est celui de la Fédération des travaux publics, est-ce que vous trouvez, comme disait Elisabeth Laville, que c'est quelque chose d'absolument audacieux, nouveau, dingue, c'était moi qui ai repris le mot pour conclure, ou est-ce que ça vous paraît être le cours de l'histoire tout simplement ? J'ai envie de dire, c'est un peu les deux. Bien sûr qu'il faut que chacun, de là où il parle, de là où il agit, s'engage pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la participation à la lutte contre le changement climatique. Mais si la FNTP a besoin des collectivités, les collectivités ont besoin aussi des professionnels que sont les adhérents, les entreprises de la FNTP, pour qu'on réussisse ensemble à avoir des infrastructures, tant au moment de leur construction, de leur rénovation que de leur utilisation, des infrastructures qui soient effectivement, qui aient une empreinte carbone limitée. Donc c'est évidemment une bonne nouvelle que la FNTP et ses 8000 adhérents, si tant est que les 8000 adhérents s'engagent effectivement, mais je ne doute pas que... C'est une affaire d'inertie, après, voilà. Comme pour tout, vous connaissez ça très bien. Et les travaux publics, chez les pondéreux, c'est lourd. Hein. Oh, il n'y a pas que ça. Le virage... Regardez. Ils vont nous convaincre que le sujet est bien pris en main, enfin, ce dont je ne doute pas, parce qu'effectivement, les enjeux sont énormes. Alors, quand on parlait d'acculturation, ou de transition culturelle d'une certaine façon, vous, de votre côté, vous avez aussi choisi d'anticiper une politique d'achat responsable. Vous êtes déjà dans cette maturité-là ? Forcément, puisque, et notamment sur le sujet qui nous intéresse, la commande publique est déterminante dans le travail, dans l'activité des entreprises, des travaux publics. Donc, nous avons évidemment travaillé, nous travaillons à instiller, à systématiser des critères très ambitieux en matière de bas carbone dans nos commandes publiques, de marché de travaux publics, mais plus globalement dans toute la commande publique que nous gérons à la métropole. Et c'est quand même, je le rappelle, plus de 600 millions d'euros d'investissement par an, d'achat, et une programmation pluriannuelle d'investissement à 3,6 milliards sur la métropole de Lyon pour les 6 ans qui viennent. J'en profite pour dire aussi qu'au Citral, parce que je suis vice-présidente du Citral, on a un plan de mandat à 2,6 milliards, et ça va intéresser aussi les entreprises de travaux publics. Donc forcément, on aura, et on a déjà, mais on va amplifier les exigences en matière de critères bas carbone dans nos projets, que ce soit nos projets d'espace public, nos projets d'infrastructure, dans les aménagements urbains, et puis dans la construction aussi, même si vous êtes moins directement concernés. Donc, on travaille sur un schéma de promotion des achats responsables avec un certain nombre d'entreprises aussi, pour faire en sorte que notre commande publique, non seulement elle soit vertueuse sur le plan environnemental, mais qu'elle profite aussi aux entreprises du territoire, et que les entreprises du territoire soient bien en capacité de répondre à nos marchés publics. Donc c'est vertueux, encore plus vertueux quand c'est local, quand c'est bon pour la planète et quand c'est bon pour le territoire. Quand ça favorise l'activité et l'emploi local, forcément, vous voulez dire un petit mot, mais vous allez perturber toute mon architecture d'animation, mais mais avec joie. Vous allez me détester. Non, je vous adore. Allez-y. Merci madame. Alors, moi je suis ravie d'entendre ça, et je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, vous n'en avez pas besoin. Je suis ravie d'entendre ça parce que beaucoup d'entre vous se souviendront qu'on s'est battu pour avoir une note technique il y a très longtemps dans les réponses aux appels d'offres. Si maintenant il y a une note environnementale suffisamment pondérée pour avoir du poids et faire en sorte qu'enfin la mieux-disance environnementale soit reconnue, alors c'est formidable. On en a vraiment besoin, madame. Merci. D'ailleurs, madame, pour poursuivre, vous dites que ça va s'amplifier, mais d'un mot, à titre de démonstration, il y a ce chantier démonstrateur à Bron, qui est un exemple important peut-être à partager pour ceux qui ne connaissent pas. Important symboliquement, pas en termes d'émissions de gaz à effet de serre économisées, mais c'est vrai que ce chantier démonstrateur qui a été fait
avec Eiffage au mois de juillet qui montrait qu'avec à la fois des engins électriques et du béton bas carbone, on réduisait sensiblement les émissions de gaz à effet de serre. Et du coup, c'est bien ce que vous avez montré dans les chiffres généraux. Il y a un sujet sur les carburants utilisés et puis un sujet sur les matériaux. Et donc, j'ai bien noté d'ailleurs que la moitié des gains que la FNP escompte, c'est sur la réduction de moitié des pas la moitié de ce qu'elle escompte, mais en tout cas, elle escompte divisé par 2 l'utilisation des carburants, en passant de 6 tonnes à 3 tonnes. Et là, du coup, on est dans un objectif à la fois de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais de baisse de la pollution. Et par rapport à l'instauration de notre zone, notre renforcement de la zone à faible émission, on aura aussi des gains en matière de qualité de l'air et de santé publique, en plus des gains sur le climat. Donc, c'est très intéressant. Je suis désolée, je vous embête une seconde pour une petite précision. C'était avec, notamment avec Sarpola et non avec Eiffage, normalement. Oh là là, la boulette. Voilà, excusez-moi. je me permets. Bon, eh bien, puisque vous avez apporté votre précision... oui, vous n'avez pas réagi du coup. J'en dirai 2 mots tout à l'heure avec... Vous êtes dit, tant mieux. Bravo. Alors, je me tourne vers vous, si vous voulez bien, du coup, Alexandra Mathiolon. Vous êtes directrice générale du groupe TP Serfim. À votre échelle, vous participez aussi assez activement à ce mouvement. Comment est-ce que vous avez choisi de faire ce changement stratégique? On parle des 8000 entreprises qui doivent faire le virage. Vous en êtes une, il en reste 7999. Non, je plaisante. Vous en êtes une. Comment vous avez engagé ce virage-là? Qu'est-ce qui vous a motivé pour le faire et depuis quand vous avez engagé le virage? Alors effectivement, bonjour à toutes et tous. Serfim, c'est une entreprise de taille intermédiaire indépendante à l'actionnariat familial et salarial. Notre particularité comme entreprise des travaux publics, c'est qu'on est aussi sur les métiers de l'environnement avec le recyclage, la dépollution et les énergies renouvelables. Donc déjà, c'est votre cœur de métier. C'est aussi le cœur de métier dans nos activités. Donc ça crée une sensibilité de base. Ça crée une sensibilité, donc c'est vrai que c'est à la fois le cœur de nos métiers et une conviction. C'est quelque chose que je porte particulièrement personnellement. J'ai étudié les énergies renouvelables et l'environnement et je suis très engagée et en tout cas voilà, sur l'urgence et l'ampleur du défi climatique qui est devant nous. Nous, on est déjà commencé évidemment comme beaucoup d'entreprises, évidemment. Je vais juste rappeler quelques éléments, mais évidemment à la fois dans nos pratiques, évidemment au-delà de nos métiers dans l'environnement, déjà dans davantage de matières recyclées, et je suis ravie de voir que ça bouge à tous les niveaux là-dessus. Évidemment dans la réduction du carburant, on l'a vu dans la présentation de Carbone 4, le carburant est un des gros leviers. Donc à la fois avec l'éco-conduite, qui doit effectivement être généralisée, c'est un très bon point, et aussi avec le verdissement de notre flotte, là où c'est possible, parce qu'on le sait bien, dans les travaux publics, pour tous nos métiers, c'est pas forcément possible. Et même c'est en cours. C'est en cours, et on voit déjà des améliorations entre des essais qu'on a pu faire il y a un peu plus de 2 ans, et maintenant, on voit quand même une vraie amélioration en termes d'autonomie, en termes de puissance sur les outils. Et donc vous, concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place comme transformation? Alors, à la fois en interne sur nos émissions, notre empreinte environnementale avec le travail sur la flotte, les véhicules. Donc, la flotte, c'est effectivement aller dans plus de mobilité électrique, GNV. On met en place aussi une station hydrogène sur notre zone principale d'activité à Vénissieux, qui nous permet d'aider à adopter. En fait, aujourd'hui, les solutions ne sont pas toujours là, mais on croit qu'en aidant à l'adoption avec des infrastructures, ça nous le permettra. Aussi avec une branche d'activité pour les énergies renouvelables, donc en le développement sur nos toits, en fait, là où c'est possible, voilà, concrètement. Et puis en sensibilisant beaucoup. Je crois qu'il y a encore un vrai travail aujourd'hui sur la sensibilisation, notamment avec des outils tout simples. Je pense que certains vont connaître la fresque du climat, mais il y en a d'autres. Je trouve que c'est des super bons outils pour sensibiliser tous les collaborateurs et embarquer vraiment toute l'entreprise. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous faire dire d'autre? Je me tourne vers Valérie David un instant. Valérie David, vous, donc là, on vient de parler d'une entreprise de taille intermédiaire. On voit bien que le mouvement est engagé. De votre côté, vous êtes donc directrice développement durable et innovation transverse chez Eiffage. Donc, au niveau du grand groupe, vous misez aussi beaucoup sur la question de l'économie circulaire. C'est un des chantiers les plus importants pour vous?
Oui, alors je dirais pour nous, comme pour toutes les entreprises des travaux publics, hein, la fédération d'ailleurs nous y invite fortement, elle a raison. L'économie circulaire, je rappelle quand même que depuis le 7 juillet, nous vivons à crédit, puisque nous avons totalement, c'est le jour du dépassement, le 7 juillet, c'est-à-dire le jour à partir duquel nous avons consommé la totalité des ressources que la planète peut mettre à notre disposition en une année. Donc il est évident que compte tenu de notre dépendance au sable, à l'eau et à un certain nombre de ressources minérales, l'économie circulaire est la seule planche de salut. Voilà. Et que énormément de choses se font. Je rappelle d'ailleurs que la loi AGEC nous oblige de toute façon à recycler. Je voudrais juste donner un exemple. Alors c'était pas dans la métropole lyonnaise, mais on a aujourd'hui un vaisseau amiral à Châtenay-Malabry, qui est un écoquartier de 20 hectares. Certains d'entre vous le connaissent peut-être, puisque c'est l'ancienne école centrale. On a recyclé la totalité des 120 000 tonnes. 120 000 tonnes, c'est monstrueux, de béton que nous avons réussi à déconstruire. Et on les a recyclés soit en sous-couche de voirie, ce qui se fait de façon assez traditionnelle, soit en recarbonatant les bétons, c'est-à-dire en réinjectant sous pression du carbone dans ces bétons concassés pour leur restituer des qualités physiques qui permettent de doubler la recyclabilité de ces bétons. Donc là, on a une expérimentation en cours qui est pilotée par l'Université Gustave Eiffel et les services de l'État. Et pour nous, c'est vraiment ce qu'on appelle game changing, c'est-à-dire que si on arrive à doubler la recyclabilité de béton recarbonaté, vous imaginez comment on va pouvoir modifier le profil d'usage des bétons neufs. Et pour revenir à ce qui vient d'être dit tout à l'heure, par exemple, là, vous voyez cet exemple de Châtenay-Malabry comme une sorte d'exemple symbolique, ou alors en réalité, on est au-delà, on est dans un laboratoire, mais on sent qu'en réalité, il va y avoir une duplication d'usage. Le but dans un réel virage. Bien sûr, parce que je pourrais vous parler aussi des 6000 rotations de camions qu'on a économisées en n'exfiltrant pas ces 120 000 tonnes de béton. Parce que comme on les a réutilisés sur le site, les riverains ont bénéficié, si je puis dire, de 6000 rotations de camions en moins. Ce qui est quand même, en termes de congestion, de bruit, de trafic, de poussière, d'émissions de gaz à effet de serre, quelque chose d'assez redoutable. Donc, il y a toute une réflexion sur la logistique de chantier associée à l'économie circulaire. J'en profite d'ailleurs pour plaider, puisqu'on est là aussi pour faire passer des messages. On a désespérément besoin de foncier urbain pour des plateformes d'économie circulaire pour permettre que l'offre et la demande se rencontrent. Parce que si c'est pour aller faire 15 km en périphérie de ville, déposer vos terres ou vos granulats en attendant que quelqu'un ait envie de les acheter, c'est pas très simple. Donc aujourd'hui, nous on plaide pour que des plateformes d'économie circulaire puissent voir le jour dans les villes, donc intramuros, pour limiter vraiment et au profit de toutes les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grosses, et qu'on puisse vraiment créer un marché de l'économie circulaire. Je rebondis sur ce que vous dites. Vous dites au profit d'une certaine façon. On voit bien le gain que ça peut apporter. Est-ce que ça nécessite beaucoup d'investissement, ce dont vous parlez ? Ça nécessite beaucoup d'organisation. D'organisation logistique et d'investissement. C'est pas tant l'investissement, si vous voulez, que réellement l'organisation. Quand je vous ai dit, finalement, l'économie circulaire, on crée une demande, il faut qu'elle rencontre l'offre. Là, typiquement, on a sur Châtenay-Malabry, on a créé notre propre plateforme d'économie circulaire qu'on a appelée Solide Air. Petit jeu de mots, et finalement, que ce soit avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire, dont un qui s'appelle Réavi, qu'on aime beaucoup, ou que ce soit avec des acteurs qui avaient besoin de terre ou besoin de granulats, on a économisé notre propre petit marché, notre marketplace de l'économie circulaire, et on a des gens qui sont venus chercher des portes, du linéaire. On a Emmaüs qui est venu chercher des pianos de cuisine pour des associations dans le 14e arrondissement de Paris. On a finalement organisé un marché. Ça a nécessité de recourir parce que vous le faites pas comme ça. Il faut recourir à des gens dont c'est le métier, qui sont spécialistes. Et puis dès qu'on parle d'économie circulaire, on parle de déconstruction sélective. Vous cassez pas, en fait. Vous allez déconstruire de manière minutieuse. Vous allez reconditionner ce qui peut être vendu, ce qui peut être donné. Vous allez devoir procéder à un diagnostic ressources extrêmement précis. Donc, ça fait apparaître de nouveaux métiers, de nouvelles compétences et un nouveau phasage dans l'organisation du chantier. Et donc, ça crée des nouveaux métiers et donc de nouvelles perspectives très intéressantes. Quand je pose cette question de, finalement, ce qu'on y gagne et ce qu'on y investit, vous-même, à votre échelle, est-ce que votre virage, votre acculturation aussi, l'évolution au niveau de votre entreprise, à votre échelle, ça suscite beaucoup d'investissements ?
Alors oui, ça nécessite effectivement des investissements. Parce que parfois, ça peut être un blocage aussi pour certaines entreprises, se dire je vais devoir investir beaucoup. Non, alors aujourd'hui, effectivement, il faut investir pour avoir des outils performants. Mais aujourd'hui, déjà, je pense que ça donne du sens à nos collaborateurs. Ils sont vraiment en attente d'actions concrètes là-dessus. Je me permets de rebondir en lien avec ce sujet aussi sur le besoin de foncier. Un exemple concret, on a eu la chance d'être lauréat de l'appel des 30 sur la vallée de la Chimie avec Terre en Vie, une plateforme pour traiter les terres d'excavation de chantier en circuit court. Effectivement, c'est assez exceptionnel de pouvoir être situé à Faisin, avoir principalement des terres qui viennent de la métropole, au pire de la région, qui sont traitées dans un délai de 12 à 18 mois, vraiment avec des traitements, avec la luzerne, en fait, vraiment terre organique. Et c'est une joint venture qu'on a fait avec Vicat. Donc une partie part en cimenterie. Et l'objectif, c'est vraiment de rendre à la terre, la terre à la métropole au final. Et je rebondissais sur ce que disait Madame David. C'est vrai qu'aujourd'hui, le foncier est extrêmement stratégique. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cas de figure comme celui-ci. Il faut qu'on ait les possibilités pour celui-là, pour le recyclage, notamment le recyclage du plâtre, où on est particulièrement actif. En Savoie et à Paris, on aimerait bien aussi le faire davantage à proximité, parce que là aussi, on a un enjeu pour la filière pollution, et c'est extrêmement stratégique et difficile. Voilà. En tous les cas, on voit bien ô combien le mouvement engagé aujourd'hui, il y a tout un écosystème qui est en mouvement. Je me tourne vers vous, Bernard Salat, donc président du syndicat Route de France. Vous travaillez aussi activement pour anticiper et accompagner ce virage environnemental. Ce qui compte aussi dans ces prises de conscience, on a parlé d'économie circulaire, on a parlé de différentes choses. Ce qui compte aussi, c'est le sujet, et ça a été évoqué, de la maintenance. C'était un des sujets en transverse qui a été abordé tout à l'heure par Elisabeth d'Utopie. La question de la maintenance est aujourd'hui centrale. Comment est-ce que vous l'abordez, vous ? Sandra, juste avant de l'aborder, je trouve que tout ce qui a été dit a été extrêmement intéressant. Moi, je ne suis pas, comme Madame ne l'est pas non plus, en tant que DGA et réellement opérationnel, je pense, entrepreneur de son entreprise. Je suis aussi à la base un opérationnel, même si aujourd'hui je couvre cette dimension, je dirais, respect climat, respect environnement dans mes fonctions. Et je crois que, pour revenir juste sur l'investissement en deux mots, évidemment qu'il faut de l'investissement. Et c'est pour ça qu'il nous faut des projets responsables pour mettre en œuvre ces investissements qui sont responsables. Alors à quelle taille ils sont, chacun le mesurera. C'est approché, je crois, par notamment Utopie, c'est approché par l'étude de la FNTP, de Carbone 4. Mais bien sûr qu'il faut des investissements et bien sûr qu'il faut des entreprises responsables qui vont investir. Mais aujourd'hui, on survivra en tant qu'entrepreneur pour ces raisons aussi. Donc c'est plutôt vertueux. C'est une nouvelle donnée qu'il faut intégrer, sinon on n'y arrivera pas. Donc de fait, ça s'inscrit dans le sens de l'histoire et dans le temps long. Et c'est ça qui est pris en compte par les adhérents de Route de France. C'est nous qui allons, comme disait Madame tout à l'heure, utiliser les modes d'emploi, parce que c'est nos entrepreneurs au sein de nos syndicats professionnels qui vont utiliser ces modes d'emploi. Et on sait ô combien c'est compliqué d'utiliser un mode d'emploi. C'est vertueux, ça donne plein de motivation, c'est compliqué. Alors, pour répondre sur la maintenance, alors on l'a vu, tout a été dit sur les slides qui montraient 3,5% la construction, 50% l'usage. Et dans ces 50%, en tant qu'entreprise de construction d'infrastructures routières, ce qui est souvent décrié au travers de l'usage d'ailleurs, il y a une bonne raison qui est 50%, parce que nos infrastructures, elles sont vitales. 50%, juste on regarde. Tout passe par toutes nos infrastructures, pas seulement routières, mais une bonne partie. 89% du fret, certes carboné aujourd'hui, et qu'on voudrait décarboner demain, passe par des infrastructures routières. Bah oui, fait, ce qu'on dit, c'est que les infrastructures régissent le lien entre les gens. Évidemment, donc dans la société, c'est simplement la vie. Alors une vie aujourd'hui qui n'est pas plus vertueuse que les autres, mais c'est la vie. Et qu'il va falloir justement rendre vertueuse. Et c'est ce qu'on s'attache à faire. Alors comment ? Alors l'acte de construire, ça a été bien décrit aussi sur ces investissements avec des technologies, des énergies plus vertueuses, le recyclage, etc., etc. Mais la maintenance, il est à peu près démontré. Il y a eu des études en Espagne, je crois qu'il y a des études en Allemagne.
nous faisons nous-mêmes nos propres études au niveau de Route de France. Sur un délai de 50 ans, une infrastructure non maintenue régulièrement, ça ne veut pas dire une maintenance chère ou une maintenance lourde. Ça peut être boucher des nids de poules, comme ça peut être faire un gravillonnage, comme ça peut être remplacer la couche de roulement. Eh bien, une maintenance bien faite sur un délai de 50 ans, avec une auscultation et un suivi de la dégradation qui soit continue, qui n'existe pas aujourd'hui. Et les maîtres d'ouvrage, parce qu'ils n'ont pas les moyens, peut-être que les entrepreneurs ne se sont pas mis en condition pour le faire, c'est entre 23 et plus de 90% de gaz, de CO2 en plus, d'équivalent CO2 en plus. Aujourd'hui, il y aura bientôt une étude qui va être publiée dans la RGRA qui va montrer comment on peut, par une maintenance bien gérée, réduire ses émissions de gaz à effet de serre sur un horizon d'une cinquantaine d'années. Et je trouve que ça, c'est extrêmement vertueux. Or, bien sûr, il faut que ça soit piloté. Il faut que, à mon sens, les maîtres d'ouvrage, alors la métropole de Lyon, elle est particulièrement exemplaire. Je dirais que tous sont engagés, mais tous n'ont pas les mêmes moyens. Certains sont aussi moins motivés, peut-être. J'étais à l'IDRIM la semaine passée. Il y avait quelqu'un qui parlait d'îlots de chaleur urbains, vraiment des spécialistes. C'est passionnant de voir comment la technologie se mêle à l'envie, à la vision. On a plein de choses à faire ensemble, de solutions à bâtir pour demain. Ceci dit, il faut avoir conscience, et on l'a dit tout à l'heure, que dans certains marchés, c'est mal décrit, les performances ne sont pas toujours là. Alors, et on est sur un champ. Voilà. Alors pour y parvenir, Bernard Salat, on voit bien l'objectif et on voit bien qu'il y a moyen par la maintenance de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur la route. Vous avez une sorte d'indicateur, un logiciel qui permet de faire une éco-comparaison. Est-ce que vous pouvez, par exemple, concrètement nous expliquer cet indice-là, cet outil qui permet de ne pas juste être dans des perspectives un peu globales, mais de sentir qu'on est sur, en effet, des choses très concrètes? Et effectivement, Sandra, parce qu'il faut que ça se mesure. Effectivement, on doit à nos partenaires, à nos clients, une mesure. Tout ça a démarré quand même après le premier Grenelle de l'environnement. La profession s'est mise en route avec le premier pacte d'engagement de l'IDRIM. On en est au second pacte. Et là, on a notamment mis en place ce qu'on appelle SEV, qui est l'éco-comparateur SEV, qui a permis aux entreprises déjà de donner une première vision, je dirais, partagée, unique, entre guillemets, ça a été dit, scientifique, validée notamment par les comités scientifiques de l'IDRIM, par le CEREMA, de la valeur exacte de la production de gaz à effet de serre, de l'impact, de l'empreinte d'un ouvrage. Alors, bien sûr, c'était une première avancée. On comparait le chantier initial avec sa variante et ça permettait d'avancer. Aujourd'hui, on est en train de travailler pour réellement donner une ACV du chantier. Mais qu'est-ce que serait cette ACV si elle est seulement réservée à une partie des acteurs, c'est-à-dire à ceux qui construisent ? Donc on a décidé à Route de France, qui sommes détenteurs de cet élément, pour l'ensemble des professionnels. Oui. L'ensemble des professionnels, c'est totalement partagé et c'est unique. Bien sûr, il y a les barrières qu'il faut pour pas qu'il y ait transparence entre les professionnels, mais c'est unique dans la manière de calculer, dans le process. On a décidé de le mettre à disposition des collectivités pour qu'elles puissent, elles aussi, pouvoir travailler avec nous sur cet élément unique. Bien sûr, tous les entrepreneurs, mais aussi les collectivités. Ça, c'est un élément important qui démontre, au-delà du travail qui a été fait avec Carbone 4, avec Utopie, avec la FNTP, qui démontre notre engagement total pour d'abord de la transparence, c'est nécessaire, c'est cet engagement éthique de la profession, mais aussi de partager des valeurs et de pouvoir avancer ensemble sur cette réduction des gaz à effet de serre. Merci et infiniment. cette biodiversité. Merci beaucoup Bernard Salat. Merci à chacune d'entre vous. On voit bien au travers de différentes actions, que ce soit ces indicateurs, que ce soit les différents chantiers qui sont menés, les différentes initiatives qui sont prises, les collectivités en mouvement, à quel point il y a un mouvement commun qui permet de voir qu'on a des moyens qui permettent d'aller dans le sens des objectifs posés par le travail fourni à la fois par la Fédération à l'aide de Carbone 4 et de Utopie. Oui, vous vouliez dire un petit mot. Est-ce que je peux suggérer à Monsieur le Président des Routes de France que vous devriez aussi vous appeler Route et Rue de France, parce que sur le partage en faveur des différents modes, vous seriez plus dans le move là.
Eh bien, voilà, on va opérer aussi ce mouvement. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Et je vous propose qu'on passe à la troisième partie de ces échanges pour qu'on parle aussi de la mobilisation des partenaires pour montrer que l'écosystème est total. J'appelle donc Hassen Nedjimi Volvo de chez Volvo Engins de Construction, Julien Villalongue. Merci à vous, messieurs, d'être là, directeur de Léonard, qui est l'incubateur de start-up de Vinci, ainsi que François Pétry. Bonjour, monsieur, et bienvenue. Vous êtes le président de la filière du béton. Merci à vous trois d'être là. Donc, la trajectoire est bien ambitieuse, on l'a vu, mais évidemment, elle ne peut être menée sans les collectivités locales, on l'a entendu, mais sans les partenaires que vous êtes, sans les fournisseurs, ça ne marchera pas non plus. On l'a bien vu aussi dans les indicateurs qui étaient posés, quand on parle de la réduction d'énergie, quand on parle de la question des engins, évidemment, c'est connexe à l'activité des travaux publics. Alors, François Pétry, je vais commencer avec vous, donc en tant que président de la filière béton. Du point de vue de la filière béton, votre vision pour décarboner la construction, elle est connexe, elle rajoute des éléments. Dites-nous rapidement. Bonjour à tous. Donc peut-être, et merci de nous inviter. Effectivement, je pense que la filière béton a travaillé sur sa trajectoire de décarbonatation comme le fait la FNTP et s'inscrit complètement dans cette trajectoire. Les travaux que vous avez pu faire démontrent la part importante que nous avons dans le poids carbone des activités des travaux publics. Et bien sûr, nous devons d'apporter à nos partenaires, entreprises, entrepreneurs, et qu'ils soient petits ou grands, la capacité de baisser cet impact et de se conformer à la stratégie nationale bas carbone. Et c'est ce que nous avons fait il y a quelques mois en recensant l'ensemble des actions que nous pouvons déployer, que ce soit dans nos sites, que ce soit dans nos produits, que ce soit dans la façon de les mettre en œuvre ou de dimensionner les ouvrages, pour vraiment être certain qu'on est capable de coller à la stratégie, à la trajectoire de décarbonatation demandée par l'État et dans laquelle s'inscrit la FNTP. Parce que vous avez signé un contrat de décarbonation avec l'État, c'est ça? Mais en fait, on a, comme le fait maintenant la FNTP, mesuré ou travaillé sur notre trajectoire de décarbonisation qui aboutit à une trajectoire qui est tout à fait compatible avec la stratégie nationale bas carbone et qui va vers la neutralité carbone en 2050. Et alors, vous vous engagez sur quoi, vous, de votre côté, dans votre trajectoire? Quel est l'enjeu? Donc, travailler à la fois sur la matière, travailler sur la méthode. Alors, vous avez raison, on travaille à différents niveaux. Le premier niveau est de travailler sur la façon dont on produit nos matériaux, puisque la filière béton regroupe les gens qui travaillent dans les carrières, les gens qui font du ciment, les gens qui font du béton, que ce soit du béton prêt à l'emploi ou de la préfabrication. La part importante ou l'impact de carbone le plus important vient du ciment. Et donc la trajectoire a principalement intéressé cette partie-là, avec un certain nombre d'actions. Un premier niveau d'action qui est dans les usines et comment on rend plus efficace d'un point de vue énergétique nos process. Un deuxième niveau qui est l'utilisation de carburants alternatifs et en particulier des déchets qui vont permettre de limiter l'utilisation de combustibles fossiles et donc réduire le poids carbone. Et puis un troisième niveau de travail qui est sur le produit lui-même et sa composition, puisque dans le produit, il y a une part du ciment qui s'appelle le clinker, qui porte énormément de carbone, dont on peut réduire la quantité, mais que l'on peut aussi compléter avec d'autres produits qu'on appelle les ajouts et qui vont permettre de baisser le poids carbone du matériau. Donc tout ce travail a été fait avec une espèce de planification, un recensement et une planification des différentes actions. Et une méthode des calculs aussi, parce que je sais que ça fait parfois un petit peu mais ça a été mentionné, des débats. Donc, de la même façon, ça a été fait par des tiers. Et donc on est capable, et on sera capable, de proposer à nos clients et utilisateurs des produits dont le poids carbone baisse au fur et à mesure du temps. Vous avez un chiffre que vous vous êtes fixé avec une échéance, une baisse de tant de pourcents à échelle temps? C'est quoi, vous? On vous a coupé le micro, mais c'était le moment le plus important. Dites-nous. La baisse prévue à 2030 est de 24%. 24% à échéance 2030. Merci à vous. Je me tourne vers vous, Hassen. Donc, évidemment, le béton, c'est un des postes importants pour les travaux publics. La question du carburant,
est aussi un vrai sujet. On l'a évoqué à de nombreuses reprises depuis ce matin et encore ici tout à l'heure. Donc, quid de vous? Vous êtes chez Volvo Engins de construction. Quid de votre vision en tant que constructeur, justement? Sur quoi est-ce que vous vous engagez? Alors, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Alors, je rappelle le groupe Volvo. Nous développons et commercialisons des camions, des bus, des engins de chantier, et puis des moteurs pour les applications marines et industrielles. Des voitures aussi? Pas des voitures. Non? Faites pas de voitures? Ça a été vendu. Ah, vous avez vendu votre voiture. OK. Donc, je rappelle, alors, Volvo a l'ambition forte de devenir leader dans le domaine des solutions de transport et des infrastructures durables. Et on a un engagement très fort puisqu'on vise à l'horizon 2040 de ne plus commercialiser de véhicules, quels qu'ils soient, en modèle diesel. Et nous avons aussi pour ambition, dès 2050, au plus tard je dirais, d'être une entreprise neutre en carbone sur toute la chaîne de valeur. Alors, je dirais que le respect de l'environnement, ça fait partie de l'ADN du groupe Volvo depuis déjà plusieurs années. Et en ce qui concerne donc, les engins de construction, alors moi ça fait plusieurs années déjà que je travaille que je milite pour l'électrification des engins de chantier. En 2015, on a montré un démonstrateur de mini-pelle entièrement électrique qui s'est vu attribuer l'award de l'innovation à Intermat en 2018 et que j'ai moi-même eu l'opportunité de présenter au président de la République lors de la signature d'un partenariat bilatéral entre la France et la Suède. Et donc 6 ans après, par exemple, quand on a un modèle comme ça, parce que souvent on voit soit du symbolique, soit de l'anecdotique, soit une innovation, mais en réalité, justement, dans l'évolution de l'usage, on en est où? J'allais en y venir. En 2019, Volvo CE a pris l'engagement, qui est assez symbolique et très fort, de se dire, à partir de 2019, tout nouveau renouvellement de gamme sur nos modèles qu'on appelle les modèles compacts, donc ce sont des engins dédiés notamment aux applications urbaines, d'arrêter tout développement thermique. On ne proposera plus que des modèles électriques. Et sur la même année, nous avons mis sur le marché 2 modèles, une mini-pelle de 2,5 tonnes produite dans l'usine de Volvo à Belay, dans l'Ain, et une mini-chargeuse produite en Allemagne. Ces 2 engins sont commercialisés aujourd'hui dans plus de 14 pays à travers le monde, que ce soit en Europe, en France bien sûr. On a déjà plusieurs modèles qui sont d'ailleurs utilisés par la plupart de nos partenaires qui sont ici, que ce soit Colas, Vinci par exemple, et aussi aux États-Unis. Et pas plus tard que la semaine dernière, nous avons annoncé la commercialisation prochaine de 3 autres modèles. Donc 2 nouveaux modèles de mini-pelle et un modèle de mini-chargeuse. Donc ce qui fait de Volvo, dès l'année prochaine, début de l'année prochaine. Donc ce qui fait de Volvo le premier constructeur à proposer tout un panel de véhicules compacts entièrement électriques. Et ça ne va pas s'arrêter là, puisque d'autres modèles à venir, hein, nous avons par exemple, nous travaillons aussi sur les engins complètement autonomes. On va commercialiser, c'est déjà en cours d'ailleurs, ce qu'on appelle un mini tombereau complètement autonome, donc sans pilote, et une pelle de 23 tonnes, voilà, qui est actuellement en essai en Norvège. Donc le matériel zéro rejet, absolument, c'est pour quand? Alors, nous, on vise, comme je vous dis, la trajectoire du groupe, c'est à 2040 de ne plus proposer de modèle diesel. En ce qui concerne Volvo CE, on va aller même au-delà, c'est-à-dire à partir de 2030, donc de ne plus proposer d'engins thermiques diesel. Donc on voit bien à quel point tout le mouvement est engagé, que ce soit au niveau des matériaux, que ce soit au niveau des carburants. Julien Villalongue, vous êtes directeur de Léonard, l'incubateur de start-up de chez Vinci. Très rapidement, si on regarde en termes de perspective, tout à l'heure on entendait qu'en transverse, les travaux qui étaient menés, c'était lié à la maintenance, on l'a évoqué avec Bernard Salat. Il y a aussi en transverse, ce qu'on voyait, la question du numérique. Ça fait partie des enjeux très clairs pour aider justement à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Quelle innovation numérique clé vous paraissent d'ici 5 ans pouvoir changer la donne, vraiment, très concrètement? Alors, je vais venir très concrètement. Une petite prémisse quand même, moi je trouve qu'on est dans un secteur qui est extrêmement intéressant par rapport à ces enjeux de transition environnementale, comme les chiffres étaient présentés tout à l'heure. Nous représentons, y compris l'usage, 50%, plus de 50% des émissions carbone de la France. Et donc si nous ne réussissons pas collectivement cet enjeu d'effacer 40% de ces consommations carbone à l'horizon 2030, puis l'intégralité de ces consommations à l'horizon 2050, collectivement,
collectivement, on sera en situation d'échec. Donc c'est extrêmement pertinent, je pense, d'être collectivement dans cet enjeu. Collectivement, ça représente aussi des acteurs plutôt du numérique et du digital, et ça rejoint votre question. Nous accompagnons effectivement des entrepreneurs, nous accompagnons des innovateurs, et ce que je constate, avant de donner quelques exemples, c'est qu'aujourd'hui, cet enjeu environnemental, singulièrement carbone, est l'un des facteurs clés de développement de l'innovation et surtout de la diffusion de l'innovation dans à la fois nos entreprises et dans les projets que les collectivités locales ou des clients privés. La diffusion des innovations, ça veut dire le faire savoir? C'est le faire savoir et c'est aussi l'appropriation. Comment on va mettre une innovation aujourd'hui sur le terrain. On peut avoir plein de raisons pour lesquelles déployer une innovation. L'enjeu environnemental me semble être un levier extrêmement puissant dans ces sujets. Alors l'innovation ne va pas remplir, on va dire, tout l'effort qu'il va falloir consentir, mais c'est un exemple de ces solutions que l'on peut travailler. On parlait par exemple de nouveaux matériaux. On a beaucoup de solutions aujourd'hui pour lesquelles on cherche à développer de nouveaux matériaux, à créer des bétons moins chargés en carbone, à recycler de l'enrobé, à mieux maintenir nos infrastructures, comme le disait le président Salah tout à l'heure. L'innovation numérique vient aussi accompagner cette pénétration des innovations. On est capable de mieux aujourd'hui qualifier les niveaux de maintenance des nécessaires des routes par des solutions d'intelligence artificielle. C'est ça, c'est-à-dire parmi les enjeux qui sont très clairs que vous pouvez accompagner par le numérique, il y a cette idée par exemple de la maintenance. Par exemple de la maintenance, effectivement. Avec des capteurs, des indicateurs. Beaucoup de capteurs, de données, de l'intelligence dans ces éléments. Il faut aussi aller vers nos clients, il faut aussi aller vers nos marchés, il faut aussi aller vers les opérationnels qui déploient aujourd'hui concrètement ces solutions. Et je pense que toutes les plateformes digitales de rapprochement de ces innovations, de nouveaux matériaux, des projets sont aussi un exemple sur lesquels travailler. On a parlé tout à l'heure des flux logistiques, la logistique de chantier, du pilotage des flottes de véhicules et d'engins. Il y avait tout à l'heure sur le stand de la FNTP 2 présentations de start-up que nous avons accompagnées qui sont requises et Hibou, sur lesquelles on va activer le levier du digital, des capteurs, du numérique, de l'intelligence artificielle pour optimiser de façon conséquente nos opérations sur site. On a des innovations maintenant un peu plus moyen terme, si on peut en dire quelques mots, sur lesquels on va pouvoir aussi... les secteurs des infrastructures, ils se rapprochent aussi de transport, ils se rapprochent des enjeux de l'électrification. On en parlait avec Hassen à l'instant. L'enjeu de notre secteur est aussi d'accompagner les infrastructures d'électrification de l'ensemble de nos opérations. Tout à l'heure, Alexandra Matillon parlait aussi de ces sujets sur les opérations. Comment on va intégrer, par exemple, des innovations de recharge électrique dynamique dans la chaussée pour permettre d'accélérer le déploiement du véhicule autonome. Il y a des technologies aujourd'hui sur lesquelles... En gros, si je comprends bien, au travers de tout ce que vous dites, c'est vous accompagnez tous les mouvements et vous êtes une sorte d'accélérateur de mouvement avec une plus grande fluidité grâce à plus de données et plus de partage de données grâce au numérique. Il faut être sur le numérique, sur des nouvelles technologies, ancrer cela dans les opérations, ancrer cela dans les terrains, ancrer cela dans les projets. C'est pour ça que la commande publique et les acteurs publics aussi ont un rôle et une responsabilité assez importante dans la capacité, par leur rôle de prescripteur, de faire diffuser cette innovation dans ces sujets. Je conclurai par un point très rapide, parce que je pense que le temps est compté. C'est qu'il s'agit de diffuser aujourd'hui l'ensemble de ces innovations pour être au point de rencontre de 2030. Il s'agit aussi de préparer les innovations qui nous permettront de continuer la réduction. En 2030, ça ne s'arrête pas. On aura fait même pas la moitié du chemin. Les nouvelles générations seront là et elles ne seront pas les nouvelles générations sont des générations d'entrepreneurs. On est un secteur d'activité dans lequel la figure de l'entrepreneur est extrêmement importante. Aujourd'hui, on a des entrepreneurs innovateurs qui savent saisir les solutions digitales
pour en faire des solutions opérationnelles qui rencontrent les objectifs de la transition environnementale. Nous accompagnons l'ensemble de l'émergence de ces nouvelles technologies dans la construction, dans les infrastructures. Et c'est, je pense, notre rôle collectif que d'être en mesure d'offrir le terrain à la fois d'expérimentation, de financement, de développement et de diffusion de l'ensemble de ces peut-être nouveaux entrepreneurs, mais main dans la main avec les entrepreneurs que nous sommes tous collectivement. Je suis assez confiant dans notre capacité à être au rendez-vous des trajectoires telles qu'elles sont dessinées jusqu'en 2040. Bon, merveilleux. On se retrouve en 2030 pour voir ce qu'on fait jusqu'en 2040. Merci beaucoup, Julia Villalongue. Merci à vous trois pour vos éclairages. Vous vouliez dire un mot complémentaire. Merci infiniment. En tous les cas, on sent bien à la fois l'énergie et les moyens qui sont mis en place pour avancer. Pour conclure cette présentation et la richesse de toutes ces interventions, merci Xavier Neuschwander de bien vouloir me rejoindre. Vous êtes président de la commission technique innovation de la Fédération nationale des travaux publics. Alors Xavier, par rapport à ce qui a été engagé, le travail mené par la Fédération depuis 2 ans, avec toute une foultitude d'acteurs, à la fois internes à la Fédération, des adhérents, des gens qui suivent, mais aussi des gens complètement extérieurs. On parlait de Carbone 4 et de Utopie qui ont apporté un regard complètement neuf. Tout le mouvement qui a été engagé, ce qu'on entend ici avec à la fois les collectivités locales, mais aussi les fournisseurs, mais aussi tous les différents acteurs. On sent un écosystème en mouvement qui accompagne ce que vous êtes en train d'initier. Vous retenez quoi de ces échanges-là lors de la présentation justement de ce travail que vous avez fourni pendant 2 ans? Génial. Oui, merci beaucoup Xavier. Je vais essayer de revenir un peu en arrière pour dire pourquoi je dis génial, comme ça. Vous savez, il y a 2 ans, la Fédération nationale des travaux publics s'est lancée dans une aventure qui était à la fois très courageuse, très ambitieuse, mais probablement indispensable. Elle est très courageuse parce qu'on était les premiers à se lancer dans ce type d'aventure en tant que fédération. Il faut du courage pour se lancer dans une aventure de ce niveau-là. Elle est très ambitieuse parce que emmener 8000 entreprises de toute taille avec nous sur une trajectoire de décarbonation de nos métiers, c'est pas rien. Et elle est indispensable parce que quand on connaît les conséquences du rien faire, on ne peut pas faire autrement que de faire quelque chose. Donc, une fois qu'on a dit ça, on s'est lancé dans une action, on a mobilisé des experts, on a réalisé un outil qui permettait de chiffrer nos émissions carbone avec Carbone 4, qui a permis de les mesurer et donc de bâtir une stratégie de décarbonation, mais aussi de pouvoir suivre la trajectoire dans laquelle on inscrit notre action, parce qu'il va falloir la suivre et vérifier dans le temps qu'on s'inscrit bien dans cette trajectoire de décarbonation. On a mis en place 144 solutions décarbonantes, on les a évaluées en termes de décarbonation, on les a jugées, on a fait des modes d'emploi de mise en œuvre de ces solutions. Et toute cette énergie humaine, toutes ces compétences et aussi tout ce cœur, parce que les gens ont mis beaucoup de cœur à cette action, parce que globalement, ils pensent que c'est absolument indispensable que de travailler là-dessus. Et globalement, ça a eu comme effet de pouvoir mettre en place une stratégie de décarbonation des métiers des travaux publics qui permet de respecter la stratégie nationale bas carbone de la France, à savoir un objectif de moins 40% en 2030. Et ça, c'est très bien. Et quand je dis génial, aujourd'hui, c'est pourquoi ? C'est parce qu'on a vu beaucoup d'entrepreneurs parler, on a vu beaucoup de maîtres d'ouvrage parler, on a vu beaucoup d'ingénieristes parler, on a vu beaucoup d'acteurs de nos métiers, des infrastructures parler. Et je pourrais dire que je n'ai pas distingué de divergence parmi tous ces acteurs, mais je vais aller plus loin. Je pense qu'on a vu beaucoup de convergence, énormément de convergence. Et ça veut dire 3 choses. Il y a 3 bonnes nouvelles là-dedans. La première bonne nouvelle, c'est que la transition culturelle est en route chez les entrepreneurs. C'est-à-dire que les entreprises commencent à prendre conscience que la transition environnementale n'est pas un vain mot et que c'est une nécessité que de s'inscrire dans cette transition. La deuxième bonne nouvelle, c'est que dans le domaine des infrastructures, on ne fait rien tout seul. Si maîtres d'ouvrage, ingénieristes et entrepreneurs n'alignent pas leurs efforts pour travailler ensemble dans le cadre d'une stratégie commune et collective, il n'y a rien qui pourra se faire de très sérieux. Et aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de convergence dans les discours des maîtres d'ouvrage, des ingénieurs,
et des entrepreneurs. La troisième bonne nouvelle, c'est que on a vu des chiffres tout à l'heure, les émissions liées au métier des travaux publics, c'est 3,5%, et les émissions liées à l'usage des infrastructures, c'est 50% des émissions de la France annuelles. On voit bien qu'il est absolument nécessaire de décarboner nos métiers des travaux publics, mais on voit bien qu'il n'est pas possible de décarboner l'activité française sans décarboner l'usage des infrastructures. Et là, c'est la deuxième phase de notre plan d'action. Je ne vais pas en parler en détail parce que globalement, on en parlera beaucoup plus en décembre, pas décembre de dans 10 ans, décembre de cette année. Je ne vais donc pas rentrer dans les détails. Je vais juste vous dire que pour réussir cette deuxième phase, il va falloir qu'on travaille tous ensemble, parce que les usages, c'est tous ensemble qu'on peut les maîtriser davantage. Et je vais juste articuler 4 points qui me semblent essentiels. On parlera de maintenance, parce qu'il faut mieux maintenir nos ouvrages pour qu'ils durent plus longtemps, routes et ponts et voies ferrées. Je vais vous parler de réduction, parce qu'il faut être capable de mettre en œuvre des usages des infrastructures qui sont décarbonés, la massification des circulations. Il faut arrêter l'autosolisme, mais également il faut pouvoir utiliser des voitures électriques ou des voitures marchant avec des énergies décarbonées. La renaturation d'espaces artificialisés et qui sont obsolètes, parce que ça permet à la fois de créer des puits carbone, c'est bon pour la biodiversité et c'est bon pour la qualité de vie de nos riverains. Et puis, il faut travailler à la résilience de nos territoires, parce que globalement, quoi qu'on fasse aujourd'hui, nos territoires vont être mis à rude épreuve par le changement climatique, quand bien même on arrive à infléchir la courbe, et que travailler sur la résilience de nos territoires, de nos infrastructures, c'est bon pour ces territoires, c'est bon pour les infrastructures, et c'est aussi bon pour la biodiversité qui va être mise également à rude épreuve du fait du changement climatique. Xavier, on entend bien à la fois tout ce qui va être mené aussi comme travaux par rapport à ces 50%, ces questions des usages dont vous ne voulez pas encore parler, mais dont vous nous donnez une petite dose homéopathique, merci. Si je reviens, un petit avant-goût, merci. Sur ces 3,5% qui sont quand même importants sur l'acte de construire lié à l'activité des travaux publics. C'est un petit peu tout ce qu'on a abordé là pendant 1h30 ensemble. On voit bien, comme vous le dites, à quel point le mouvement est engagé. Et en même temps, je n'ai pas envie de ternir l'image du tout, mais on voit bien qu'il y a des freins qu'il va falloir déverrouiller. Quelles sont les actions majeures? On a bien compris les caps, on a bien compris l'envie, on a bien compris l'acculturation qui est en cours, mais on entend aussi qu'il y a des sujets liés aux normes, aux réglementations, au financement qui sont quand même clés, et je vous laisserai conclure là-dessus. Alors, avant de parler du financement, qui sera la fin de mon intervention, je vais prioriser 5 actions. 3 à court terme, 2 à moyen et long terme. La première action à court terme, c'est qu'il faut que les commandes publiques et privées se flèchent clairement vers des offres décarbonées. Je remercie la métropole de Lyon pour ce qui a été dit tout à l'heure. Ça me semble essentiel pour 3 raisons. D'abord parce que ça permet de décarboner. C'est une évidence, mais il vaut mieux le rappeler. Ensuite, parce que c'est de la responsabilité des acheteurs que de décarboner ce qu'on appelle en jargon technique le scope 3 amont, c'est-à-dire ce qui est acheté. Et donc la responsabilité de chacun de ces acteurs est de mettre davantage d'attention au choix d'offres décarbonées et d'achats décarbonés. La troisième raison, c'est que c'est une incitation majeure pour nos 8000 entreprises à s'inscrire complètement dans cette trajectoire. Et donc, ça sera une aide très précieuse pour notre action afin d'inscrire complètement les 8000 entreprises dans cette trajectoire. La deuxième action urgente, c'est de savoir modifier des normes et règlements qui aujourd'hui ne prennent plus en compte un certain nombre de progrès techniques et scientifiques qui ont été réalisés, alors même qu'elles maintiennent des comportements qui sont producteurs de carbone. C'est vrai pour le recyclage des matériaux, c'est vrai pour un certain nombre de techniques dans nos métiers sur lesquels il va falloir évoluer. Et là, il va falloir dépasser un certain nombre de freins qui sont soit des freins comportementaux, soit des freins d'intérêt qui
ne permettent pas de mettre en œuvre le changement. Changer une norme, c'est quelque chose de sérieux parce que ça engage techniquement les gens qui le font. Donc il faut le faire sérieusement. Il faut un bagage scientifique pour le faire. Il faut avoir travaillé pour le faire. Mais néanmoins, il faut savoir dépasser les freins qui aujourd'hui bloquent un certain nombre de réformes. La troisième chose urgente pour nous, c'est qu'il va falloir former nos 8000 entreprises au changement climatique. Ce n'est pas parce que la transition comportementale et culturelle est en route que tout le monde est prêt au changement climatique et donc il va falloir former. C'est vital. Ensuite, 2 changements de long terme. Le numérique. Pourquoi le numérique ? D'abord parce que le numérique, et je veux parler de l'intelligence artificielle, du BIM et des objets connectés, ça permet d'optimaliser le fonctionnement de nos chantiers, mais également de la conception. Mais aussi parce que le numérique, ça permet d'intégrer au niveau de la maintenance ce qui s'est passé dans la conception et la construction des ouvrages, et donc d'optimiser et de garantir la qualité de la maintenance. Et là où c'est magique, c'est que quand on garantit la qualité de la maintenance, ce que font tous les industriels, eh ben on peut commencer à faire des économies au niveau de la conception, parce qu'on peut commencer à rogner et à revisiter les coefficients de sécurité qui sont pris au niveau de la conception. Et il y a là un enjeu majeur en dizaines de pourcents. Et le dernier ? Le dernier, c'est qu'il faut pouvoir disposer de façon durable d'énergie décarbonée, que ce soit des énergies électriques ou des carburants biosourcés, donc décarbonés. Alors maintenant, tu me posais une question sur le financement. Alors ça, oui. C'est un sujet compliqué. Donc je ne vais pas l'aborder complètement, puis on va l'aborder davantage en décembre, mais je vais juste en dire quelques mots. Déjà, on parle de sommes qui sont absolument considérables en matière d'investissement. À la hauteur des enjeux, sans doute, qui sont considérables. Mais on parle aussi de ce qui est probablement la 5e révolution industrielle. Donc il va falloir que tout le monde investisse, les acteurs privés et industriels, mais également les acteurs publics. C'est fondamental. Les investissements vont être très importants. Néanmoins, est-ce qu'on peut parler de rentabilité d'investissements qui sont indispensables ? On voit bien que ne rien faire aboutit à des choses qui sont absolument catastrophiques et que l'investissement est donc indispensable. Néanmoins, je vais essayer de démontrer que l'investissement est rentable. Je ne vais pas le faire complètement parce que ça serait trop compliqué. En posant 2 questions. Est-ce qu'on intègre aujourd'hui dans le montant de l'investissement les conséquences des sinistres climatiques qui vont se produire dans les années à venir ? Deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui on paye un certain nombre de ressources qui sont des ressources rares, comme le disait Valérie David tout à l'heure en parlant du 7 juillet comme étant la date à partir de laquelle on commence à consommer les ressources pérennes de la planète, donc des ressources rares, est-ce qu'on les paye à leur juste prix ? Et est-ce qu'on paye au juste prix l'émission de produits qui sont des produits polluants ? Je pense qu'on peut répondre à toutes ces questions. Non, nous ne payons pas le juste prix. Et je pense que si on paye au juste prix, ces investissements, quand bien même ils sont importants, deviennent des investissements rentables. Après, ce n'est pas parce qu'ils sont rentables qu'ils vont être simples à faire. Il y a 2 chocs qu'il va falloir gérer. Le premier choc est un choc financier, parce qu'il va falloir mobiliser des montants très importants dans un délai très court pour réaliser ces investissements. Et ça, dans notre action, on parlera en décembre des montants à engager pour les infrastructures, mais également des conséquences positives de ces investissements en termes d'emploi, de croissance, etc. Et le deuxième choc est un choc social. Parce que, notamment dans notre domaine qui est celui des infrastructures, on travaille sur des objets qui sont indispensables à la vie des gens. Ce n'est pas des objets de confort, les infrastructures. La mobilité, ce n'est pas qu'un objet de confort, ce n'est pas qu'un objet qui permet le tourisme. C'est un objet qui permet de travailler, de vivre. C'est un objet qui permet d'avoir l'eau potable chez soi, l'électricité, le numérique. On parle de la vie des gens. Et donc, il va falloir faire en sorte que ces investissements soient socialement responsables et socialement durables. Donc, l'adaptation sociale et sociétale de ces investissements est un sujet fondamental. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Mais oui, et très bien, dans le détail. Merci infiniment, Xavier Neuschwander. On a bien compris qu'il y a d'autres rendez-vous entre décembre et février qui sont prévus pour continuer à avancer ensemble sur tous ces sujets. Merci à chacun d'entre vous d'être intervenu et en tous les cas de nous avoir suivis.
J'étais absolument contente de pouvoir vous accompagner pour délivrer ce fameux manifeste, fruit d'un travail de longue haleine et qui n'est pas terminé par les travaux publics. Merci à vous. Merci Sandra, et au mois de décembre.